Des valvulopathie mitrale. Merci. Bonjour. Merci, monsieur le modérateur. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'aspect camerounais de cardiologie d'avoir pensé à cet atelier pratique pour la formation. Donc, nous allons, je pense que nous sommes déjà en champ, nous allons rapidement commencer. Donc, le sujet, c'est l'évaluation de la sténose mitrale rhumatismale. Donc, le rétrécissement mitral est la plus fréquente des valvulopathies rhumatismales, donc avec une diminution dans les pays industrialisés, mais reste très élevée dans les pays en voie de développement, notamment le Cameroun. Donc, on note une nette prédominance féminine. C'est quoi le rétrécissement mitral? C'est un obstacle à l'éjection atriale gauche. Nous avons un barrage mécanique permanent au niveau de la valve auriculo-ventriculaire gauche et qui s'opère passivement pendant la diastole. Là, c'est un rappel anatomique où on voit un peu les différentes valves avec l'appareil sous-valvulaire. Donc, la valve mitrale, donc, elle est constituée de quoi? L'appareil valvulaire mitral est constitué d'un anneau mitral dans lequel sont implantées les différentes valves. Nous avons deux valves, donc la grande valve mitrale et la petite valve mitrale. La grande valve mitrale, on appelle le feuillet antérieur et la petite valve, le feuillet postérieur. Donc ces deux feuillets se replient l'un dans l'autre et constituent ce qu'on appelle la commissure. Nous avons aussi l'appareil sous-valvulaire qui comporte les piliers et les cordages mitraux. Nous allons passer un peu rapidement. Au niveau des étiologies, nous avons essentiellement l'étiologie, le rhumatisme articulaire aigu, qui est la plus fréquente. Nous avons quelques rares cas de rétrécissement mitral congénital et la sténose mitrale qui est secondaire à l'atteinte, par exemple, de la valve aortique. La partie la plus importante ici, c'est la lésion anatomique pour faire la différence avec les autres aspects. Donc, nous avons d'abord un remaniement fibreux avec épaississement et calcification des valves, une symphyse des commissures, la fusion, l'épaissississement et le raccourcissement des cordages, et enfin, nous pouvons avoir des fibroses, une fibrose des piliers. Là, c'est une image qui montre essentiellement ce qu'on vient de dire, avec l'épaississement des feuillets, la fusion avec quelques petites calcifications. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Quelle est la place de l'échocardiographie dans le rétrécissement mitral? Le point est le suivant. Après le diagnostic positif et le diagnostic de sévérité, dans le diagnostic de sévérité, nous allons parler de différentes méthodes d'évaluation, entre autres la planimétrie, la mesure des gradients transmittaux, la mesure de la PHT, l'évaluation par l'équation de continuité, la méthode de PISA et quelles sont les autres données échocardiographiques qu'on peut recueillir. Alors, comme diagnostic positif d'abord, par time motion, donc en mode TM, la courbe parasternale de Frontax, qu'est-ce qu'on peut voir? On essaie d'évaluer l'ouverture mitrale. On notera une disparition de l'aspect en M caractéristique avec parfois disparition de l'onde A, la diminution de l'amplitude d'excursion de la valve antérieure. On peut avoir un mouvement paradoxal de la valve postérieure dû à la symphyse des commissures. Et enfin, nous pouvons noter l'épaississement avec calcification des feuillets mitraux. Alors, c'est cette image-là qui nous montre cette pente qui est abaissée. Pardon, ici, ça c'est la forme normale. Ici, nous aurons disparition de la pente avec cet aspect paradoxal de la valve postérieure. En bidimensionnel, lorsqu'on peut apprécier, l'écartement valvulaire. On peut voir la symphyse avec calcification des commissures. L'aspect très important en genou fléchi de la glande valve mitrale. On peut avoir une valve postérieure qui est quasiment immobile. Et on va évaluer les feuillets valvulaires, elles sont épaissies, calcifiées. En même temps, nous allons aussi évaluer la taille de l'oreillette gauche. Alors, c'est cette image.
On voit ici cet aspect en genou fléché de la grande valve mitrale. Et nous verrons ici cette petite valve mitrale, malheureusement, c'est pas en mouvement, mais la petite valve mitrale qui sera quasiment immobile. En Doppler couleur, au niveau du Doppler couleur, 4 cavités. Là, on va évaluer le flux transmitral qui aura une haute vélocité. On peut évaluer aussi, on peut aussi avoir cet aspect caractéristique de Beck burning au niveau du Doppler Bunsen, au niveau du Doppler couleur. Le Doppler continu et pulsé, on va évaluer le flux transmitral qui sera accéléré, donc environ 1,5 m par seconde, et le gradient moyen qui sera à 3 mm de mercure. Il faut noter qu'en cas de fibrillation auriculaire, on aura une onde A qui pourra être inexistante. Le diagnostic de sévérité, donc nous allons d'abord commencer par la planimétrie. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la planimétrie? On va fixer l'image en protodiastole, donc au début de la diastole, et on va faire un tracé du contour de l'orifice, en passant par les commissures. En cas de fibrillation auriculaire, on peut moyenner, donc on peut faire 3 ou 4, au niveau de 3 ou 4 cycles et faire la moyenne. Il faut noter que la surface moyenne est entre 4 et 6 cm². Donc cette classification, donc, il faut noter qu'une sténose mitrale sévère, très serrée, est à moins de 1 cm². Là, c'est cette planimétrie, la méthode de planimétrie. Donc, en parasternal, le petit axe, au niveau de la valve, en protodiastole, malheureusement, ici l'électrocardiogramme est un peu tout là, on fait le contour et on évalue. Même méthode ici. Ici, on a une surface qui est environ 1,34 cm². Une autre méthode est la mesure des gradients. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des gradients? Donc, on fait au niveau du Doppler couleur, parasternal, grand axe, 4 cavités. On utilise ici le Doppler continu. On fait un contour au niveau de l'enveloppe spectrale. Même chose, si c'est une fibrillation auriculaire, on fait 5 à 10 cycles et en moyenne. Et la normale, donc, si on a une pression supérieure à 10 mm de mercure, c'est qu'on a eu un rétrécissement mitral serré. Là, c'est le Doppler couleur avec l'alignement et le contour du spectre. Donc, on fait un contour au niveau du spectre. On fait ce contour et on évalue. L'appareil automatiquement va nous donner la pression. Ici, on a une pression environ 11 mm de mercure. Là, c'est l'aspect chez un patient qui est en fibrillation auriculaire. On note la disparition de l'onde A. On va faire la même chose avec ce contour et évaluer le gradient. La pression moyenne ici environ 8 mm de mercure. L'évaluation par la méthode de la PHD. Donc le temps de demi-pression, cette méthode qui prend en compte la demi-décroissance du gradient protodiastolique. Donc qu'est-ce qu'on fait ici avec le Doppler pulsé? L'appareil calcule automatiquement, donc on évalue cette pente et l'appareil va nous donner automatiquement la surface mitrale. Si elle est environ 0,9 cm², donc un rétrécissement mitral très serré. D'autres méthodes qui sont qu'on utilise très peu, donc l'équation de continuité, donc tout le monde connaît cette formule, donc surface mitrale ITV mitrale égale surface aortique fois ITV surface aortique. Donc on tire on essaie de calculer, on ressort la surface mitrale. D'autres méthodes qu'on utilise aussi très peu, donc la surface par Doppler couleur ou bien la PISA, qu'on utilise très peu au niveau dans les cas de rétrécissement mitral. Les autres informations qu'on doit requérir, c'est la taille de l'oreillette gauche. Quelle est la taille de notre oreillette gauche? Est-ce que la pression est à droite? Est-ce que les pressions sont élevées? On évalue les autres valves, donc notamment la valve aortique et la valve tricuspide. Et on évalue aussi la tension systolique du ventricule.